Ce décor vous renseigne sûrement sur les lieux qui nous accueillent pour cette grande édition de la mi-journée. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Santhiaba, au cœur de la Médina. La RTS se joint ainsi aux festivités marquant le centenaire de cette localité. C'est donc tout naturellement que nous consacrons une large fenêtre à cette commune historique de la capitale sénégalaise, en vous faisant découvrir plusieurs facettes de la localité. Son histoire, ses peintures, son architecture, ses rues, ses évolutions, son évolution démographique plutôt, le cinéma, le sport. Vous allez donc tout voir ou revoir sur la Médina avec un invité à l'appui. M. Ousmane Ndoye, président du comité d'initiative du centenaire de la Médina, sera sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, donc bonjour et bienvenue dans ce journal. 1914-2014 que la Médina a été, 100 ans donc que la Médina a été créée. D'où vient le nom Médina? Qui étaient ses premiers habitants? D'où venaient-ils? Autant de questions auxquelles a tenté de répondre notre reporter dans cet élément intitulé Histoire de la Médina avec François Seck. La Médina fête ses 100 ans d'existence. Au commencement était Tilène, étymologiquement le lieu de prédilection des chacals. C'est ici qu'une partie des populations autochtones du plateau a été réinstallée suite à une épidémie de peste qui a frappé Dakar. Nous sommes en 1914. Deux versions, parce qu'il y a qui ont dit que on nous a amené la peste pour avoir une raison. On accuse les rats des bateaux. Ça aussi fait partie des raisons qu'ils ont données maintenant pour déguerpir. La deuxième raison, ce qui les intéressait, c'était le commerce et autres. Alors ils sont venus, ils ont commencé à s'installer. Et ils nous ont fait une affaire justement des Blancs, alors, avec les Libanais, etc. Et il était interdit aux Libanais justement de venir à Médina. Créée par le gouverneur William Ponty, la Médina était essentiellement composée de Lébou. C'est pourquoi l'histoire de la Médina est intimement liée à celle de la communauté Lébou. Aujourd'hui, c'est l'une des communes les plus peuplées. Elle compte 6 pench, Santhiaba, Ngaraf, Djeko, Tchering, Bankendou et Kay Ousmane Diène. Les déguerpés se sont installés à Santhiaba, vous avez entendu, Santhiaba, Tchering. Alors, au fur et à mesure que les gens quittaient Dakar pour venir, qu'on reconstituait les pench qui étaient à ville, à Dakar. Alors le premier à venir, c'était par exemple Santhiaba, c'était Ngaraf, etc. Médina, c'est aussi une forte imprégnation religieuse. Le nom Médina serait donné par le grand marabout El Hadj Malick Sy en référence à la ville lumière d'Arabie Saoudite, Médinatou Mounaoura. Le marabout El Hadj Malick Sy, mais ici était là. Il a fait la médiation entre le Lébou et justement l'administration coloniale. Le prophète avait le même problème avec Médina, la deuxième mosquée. Et ce résultat qui les a convaincus que peut-être eux, ils peuvent avoir cela. Alors, on l'appelle Médina. La Médina était séparée du plateau par une forêt de filao et de palmiers sur l'actuelle avenue Malick Sy. Elle est érigée en commune d'arrondissement le 30 avril 1996 et se compose d'une quinzaine de quartiers. La Médina a une superficie de 3 km². D'est en ouest, elle va de l'avenue Malick Sy au boulevard de la Gueule Tapée, du nord au sud de la rue 34 à la Corniche ouest. Avec ses 250 000 habitants, la Médina souffre de plusieurs maux, dont la forte pression démographique. 100 ans, sans rides, c'est utopique. Un siècle après l'arrivée des premiers occupants, la Médina a bien changé de visage. L'histoire se poursuit avec d'autres acteurs confrontés à d'autres réalités complexe. Aïssatou, François Seck, la Médina a ses traditions. On y trouve les 6 pench de Dakar. Ce sont des quartiers traditionnels déplacés à la suite de l'épidémie de peste de 1914. Ndeye Aïda Dia nous retrace l'histoire des pench de la Médina dans ce reportage.
de ces pencs, quartier traditionnel de la Médina, on raconte aussi une histoire. C'est la collectivité Lébou de Dakar qui a été organisée en 12 pencs traditionnels. Mais suite à l'épidémie de peste de 1914, 6 de ces pencs traditionnels ont été déplacés à la Médina. On a le penc de Kay Ousmane Diène, on a le penc de Ngaraf, le penc de Mbakana, le penc de Tchering, le penc de Santhiaba et le penc de Djeko. 6 donc au total déplacés à la Médina à la suite de cette épidémie. Les Lébous se retrouvent très souvent ici, ce qui traduit leur attachement à la concertation, d'où le nom Wolof penc. On a remplacé notre père, notre grand-père, notre père, et nous, on est là aussi. C'est pas moi cela. Il y a tous ces gosses-là, il y a d'autres personnes. On est nombreux. On se réunit tous les dimanches pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Dans les pencs, on retrouve une certaine organisation sociale. Les Nyambour sont au sommet de ces assemblées traditionnelles. Pour élire un grand district de Dakar, il faut que les gens fassent une structuration des pencs, en nommant des Nyambour et en nommant des chefs de pencs. Les Nyambour, c'est eux qui élisent le grand district de Dakar. Donc à Dakar, il y a 12 pencs, 12 fois 3 Nyambour, ça fait 36 Nyambour qui vont à chaque fois qu'il y a le grand district de Dakar, pour élire le grand district de Dakar. Le chef de penc est toujours le plus âgé. On retrouve aussi les notables et les plus jeunes, les frères, à l'image de Babacar Ning, témoin de l'évolution de ce penc de Mbakana. Un penc, vous avez des baobabs, d'autres vous avez des palétuviers, etc. Mais là, nous, on avait une case. On débutait une case, c'était un local où les notables se regroupaient, les notables de penc. Et ensuite, il y a eu, à partir de cette case, il y a eu, après l'indépendance, on l'a fait en dur, avec des ardoises. Effet de l'urbanisation, la plupart des pencs de la Médina commencent à perdre quelques-unes de leurs caractéristiques. Djeko, Kay Ousmane Dièye, Ngaraf, Mbakana, Tchering et Santhiaba sont cependant toujours considérés comme de hauts lieux de concertation de la communauté Lébou de Dakar. Déjà Médina, commune centenaire, au fil des années, son architecture s'est modernisée. À l'époque, il y avait plus de cases, de baraques et de maisons en tuiles. Aujourd'hui, tout ou presque a changé à la Médina, même s'il existe encore des baraques et autres bâtisses de l'époque. Beaucoup d'immeubles y sont érigés aujourd'hui. La Médina a donc connu une urbanisation galopante. C'est un reportage de Fatou Diouf. Des maisons en baraque aux immeubles à étages flambant neufs. Médina, la centenaire, se métamorphose. 1914-2014, 100 ans d'existence marqués par une évolution architecturale remarquable. Enfant, il n'y avait pas ce type de maison. Il y avait des cases, des baraques, des maisons en tuiles, etc. Maintenant, tout a changé. De là sont nées donc les fameuses maisons Nyeti Nek Nyari Pantere, Nyari Nek Nyeti Pantere, avec 2 pentes en tuiles, parfois campées sur un soubassement avec vide sanitaire, parce que le site était humide pour éviter les remontées capillaires. Un peu de cette façon-là donc avec les tuiles de Marseille, c'est typique de la Médina. Le vieux Papa Salanyang a vécu cette époque. Sa maison familiale était en baraque. Aujourd'hui, il a revalorisé son patrimoine. Je suis né dans cette maison, à Manachas, c'était en baraque. C'est après que je l'ai rénové à ma façon. Moi et mon jeune frère qui habite la maison d'à côté. La typologie des maisons en baraque est une typologie extrêmement intéressante, qui prenait un peu le modèle des Nyari Nek Ben Pantere ou Nyari Pantere avec quelques annexes, avec le tout fabriqué avec du bois sélectionné, un bois qui ne moisit pas facilement, qui n'est pas attaquable par la vermine et qui permet d'avoir aussi une véranda dégagée, ombragée, des toitures en pente, 2 pentes, couvertes de tuiles. Un paysage urbain qui se présente sous un décor contrasté. En face des maisons traditionnelles, dans toute leur grandeur, des bâtiments modernes. Manque de moyens ou question de droit successoral, les raisons sont diverses.
Les Médinois de souche ne sont plus là, il n'y a que leurs enfants et leurs petits-fils. Avec un nombre pléthorique, il est difficile de partager l'héritage, surtout quand il s'agit de 300 mètres carrés. Certains ont les moyens de construire en dur, mais ils préfèrent préserver l'héritage laissé par leurs ancêtres. L'autre question majeure, c'est la régularisation des permis d'occuper en titre foncier. Une procédure gratuite que certains ont respectée et d'autres pas. À l'époque coloniale, titre foncier, À l'époque coloniale, il n'y avait que la collectivité Lébou qui détenait des titres fonciers. Tout le reste avait des permis d'occuper. Un document sans valeur juridique auprès des banques. Mais sur le plan juridique, il y a une valeur économique à la banque gagée pour La Médina a un siècle d'existence. Son réseau d'assainissement, vieux de 50 ans, est aussi en proie aux aléas du temps. Jadis, la cité devait abriter 1000 personnes. Son poids démographique est estimé à plus de 250 000 âmes. La Médina étouffe, une promiscuité qui n'est pas sans conséquence avec la fréquence des incendies ou des effondrements d'immeubles. Nous nous intéressons à présent aux rues de la Médina. L'établissement des rues de ce quartier est fait de manière particulière. On distingue les rues paires et celles impaires. Et parmi elles, certaines sont d'une popularité énorme, car retraçant des événements qui ont marqué ce quartier. Qu'est-ce qui explique le fait que certaines rues soient plus populaires que d'autres? Élément de réponse dans ce reportage réalisé par Louise Bizarre. Médina, cette agglomération de la ville de Dakar présente des infrastructures routières qui le distinguent des autres quartiers. Une visite guidée sur les lieux laisse découvrir des rues entrecroisées, une typologie propre à cette localité. On peut considérer comme plus populaire certaines rues de la Médina. Par exemple, la rue 11, la rue 13, la rue 15, la rue 25, la rue 37, la rue 26, la rue 22. Ses habitants sont unanimes. La popularité de certaines rues a fait de la Médina le quartier le plus populaire de Dakar. Côté architecture, les rues paires et impaires font le charme des lieux, une particularité qui permet d'orienter facilement les populations. Si on les avait numérotées successivement, oui, 1, 2, 3, 4, 5, bon, alors pour les traverser, on continue la numérotation. Vraiment, l'orientation serait beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliquée. Moi qui suis de Dakar, nous les Dakarois, tout de suite vous nous dites n'importe quelle rue, vous nous dites l'angle, on y va directement. Si certaines rues sont plus connues que d'autres, c'est parce qu'elles symbolisent l'histoire même de la Médina. Il y a la rue 6, que jadis appelée la rue des Bœufs, parce que il y avait l'abattoir là-bas. C'est là où passaient les bœufs. Ça s'appelle actuellement avenue Dr Samba Gueye. Il y a aussi l'avenue Blaise Diagne. Il y a aussi le boulevard Général de Gaulle. Aussi sur la rue 11, là où se trouve l'actuel BCAO. Parce qu'à l'époque, il y avait un jardin qui appartenait à feu Ndiarké Diagne, le vieux Ndiarké Diagne. Il y avait beaucoup de dignitaires lébou qui habitaient à la Médina, parce qu'il y a 6 penths lébou qui sont à la Médina. Et la Médina, c'est l'ancêtre des autres quartiers. Limitée au nord par le boulevard de la Gueltapé, au sud par l'avenue Malixi et à l'est par l'autoroute et à l'ouest par l'océan Atlantique, la Médina a une superficie de 2,4 km². Les habitants se souviennent encore des rues qui ont marqué leur enfance. C'est la rue 15 où j'habite. Quand j'étais jeune, on jouait au football. Là-bas, il y avait le sable, vraiment, et puis c'était magnifique.
Autre série, la Médina polarise une population de plus de 100 000 habitants, constituée de l'essentiel des différentes ethnies du pays, mais également de ressortissants de nombreux pays de la sous-région, dont une très forte colonie guinéenne. Louise Bidza, à ce stade du journal, nous accueillons notre invité, un digne fils de la Médina. Il s'agit de M. Ousmane Ndoye, président du comité d'organisation du centenaire de la Médina. Bonjour M. Ndoye. Bonjour Madame. Et bienvenue sur le plateau du journal de 13h de la RTS. Je vous remercie Madame. Alors, première question M. Ndoye, est-ce que vous habitez toujours à la Médina? Madame, je vous remercie de cette question, mais avant de répondre à cette question, je voudrais demander la permission de remercier la RTS, la chaîne leader, d'avoir organisé dans le cadre du séminaire cette émission, cette antenne décentralisée, la RTS. Nous le remercions pour cette action qui contribue à mieux faire connaître le centenaire de la Médina. Ces remerciements s'adressent au directeur général, à l'ensemble du personnel et à toute l'équipe qui est là aujourd'hui pour les besoins de l'émission. Nos remerciements également vont en direction des dignitaires de la collectivité Lébou qui nous ont donné l'autorisation de l'organiser ici, sur cette mosquée de Santhiaba, qui avait accueilli en son temps une cérémonie de prière en prélude à toutes nos activités. C'était au mois de février. C'est en ce moment que le ministre Seydou Gueye, le grand serigne de Dakar, l'imam Ratib de Dakar, le grand serigne de la mosquée et tous les notables de la collectivité Lébou se sont donné rendez-vous ici pour prier, pour nous accompagner dans notre chose. Que toutes ces personnalités soient remerciées. Nos remerciements également vont en direction de ceux qui nous aident dans cette action. Et on ne peut pas continuer sans rendre un hommage mérité à Feu Biram Sassoum-Si, l'ex-maire de la Médina, décédé les armes à la main, puisque c'est à la suite de son intervention ici, sur cette même place, que quelques jours après, il est tombé malade pour rendre l'âme vraiment à la grande surprise de tout le monde. Son intervention a été remarquée, c'était comme une leçon. Nous rendons également un hommage à Feu Moussa Paye, journaliste qui également est membre de notre comité scientifique. Il a travaillé d'arrache-pied pour faire aboutir les projets qui ont été retenus. Alors justement, je le demandais tantôt, je vous demandais si vous êtes toujours ici à la Médina, vous habitez toujours ici? Voilà, je suis né à la Médina, j'ai fait mes études à la Médina, je n'ai jamais quitté la Médina, j'ai travaillé à la Médina et jusqu'à présent, toute ma famille, tous mes amis d'enfance, toutes mes connaissances sont de la Médina. Moi, j'ai été obligé d'aller habiter ailleurs, mais c'était pour des contraintes, mais je reste toujours attaché à ce quartier qui est tout pour moi. Alors, Monsieur Ndoye, l'objectif de cet entretien, c'est surtout pour marquer les festivités marquant le centenaire de la Médina. Alors, la Médina aujourd'hui a 100 ans. Est-ce que cela a un peu joué l'effet du temps? La Médina a subi l'effet du temps. Voilà, madame. En quittant le plateau, 6 quartiers traditionnels installés au plateau avaient voulu venir habiter la Médina sur les recommandations de Feu Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu anhu, qui les a rassurés qu'ils y auront une bonne bénédiction. Alors, sur ces 6 pencs-là, une population de 8000 habitants était prévue sur 4 km². Actuellement, la Médina compte plus de 250 000 habitants. Vous devinez donc qu'avec cette pression démographique sur ce petit espace, il y a vraiment bien des mutations qui se sont faites jour. Les mutations, c'est sur la population, les mutations, c'est sur l'habitat, les mutations, c'est sur tous les autres attributs qui suivent cet élan de population. Alors, donc, la Médina, qui est un vieux quartier de Dakar, qui a aujourd'hui subi des mutations démographiques. On l'a suivi dans les différents reportages de nos reporters. Alors, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est une forme d'ouverture, le fait que toutes les communautés se côtoient ici au sein de la Médina? Voilà, ça c'est une question très importante. On disait que Seigneur Hadji Malick avait dit que si vous venez habiter, vous y serez à l'étroit. Ça veut dire que depuis lors, plusieurs personnes venant de l'intérieur du pays, venant de la sous-région et même venant d'autres continents sont venus occuper de la Médina. Et ceci depuis le début. On a eu ce qu'on appelle des Daomèens, on a eu des Guinéens, on a maintenant même des Chinois, on a des Marocains
vraiment, et c'est une grande diversité culturelle qui enrichit. Et le clou, c'est que toute cette population, malgré sa taille, malgré son nombre et sa diversité, vit dans une parfaite cohésion. Mais il y a aussi d'autres problèmes qui sont notés qui peuvent aller avec la démographie de la Médina. On peut parler de ces phénomènes, les incendies, des effondrements d'immeubles qui sont notés de temps en temps. Qu'est-ce que vous, les fils de la Médina, vous faites pour freiner tous ces phénomènes? Voilà, nous avons créé un comité d'initiative pour marquer l'organisation, pour organiser des activités, pour marquer le centenaire de la Médina. Mais au-delà de ces festivités, nous pensons que l'un de notre devoir, en tant que fils de la Médina, après avoir eu tout de notre quartier, de rendre à notre quartier ce qu'on peut. C'est pourquoi nous avons mis en place plusieurs commissions. Il y a des commissions techniques, notamment une commission scientifique, une commission culturelle, une commission sportive, une commission sociale. Et nous envisageons, après l'organisation de ces activités, d'organiser les compétences en vue de réfléchir sur les grands mots que connaissent le quartier, notamment l'assainissement, la sécurité, le sous-emploi, le chômage des jeunes et des femmes, etc., etc. Nous sommes sur le pied de mettre tout cela sur la table afin de constituer des groupes qui seront chargés d'élaborer des plans de travail, de contacter les populations pour les mettre là-dedans en contribution et de nous adresser aux autorités compétentes pour nous aider à les réaliser. Merci en tout cas, M. Ndoye, pour toutes ces informations-là. Nous allons vous retrouver en deuxième partie du journal. Donc, nous allons poursuivre justement avec les religions qui occupent aussi une place centrale ici à la Médina. Beaucoup de mosquées sont érigées dans la commune. On peut citer la célèbre mosquée de Soninké et la Zawiya Cœur Abdul Aziz Sy Dabakh. Au-delà de cet ancrage religieux, la Médina est aussi une commune d'arrondissement cosmopolite. Notre invité l'a dit tantôt et nous allons le confirmer tout de suite dans un reportage de Jeanne Dion. Médina, le nom renvoie tout de suite à la religion musulmane. Le lieu porte ce nom depuis le baptême par El Hadji Maodo Malick Sy, Médinatul Munawwara. Une appellation usurpée qui se reflète à travers la cité. Cette maison en est une illustration. Elle est l'une des zawiyas les plus célèbres de Dakar. Cette maison est appelée Cœur Abdul Aziz Dabakh, un des lieux de prière qui prouve que la Médina est un quartier où l'islam est bien présent. En plus de celle-ci, il y a aussi la maison de Serigne Mansour Sy et celle de Serigne Habib Sy, tous deux fils de l'âge Malick Sy Maodo. C'est la première maison de Serigne Abdul Aziz Sy Dabakh ici à Dakar. Il en a fait une zawiya et avant sa disparition, il avait indiqué dans un testament une chose. Il avait dit que la maison ne soit pas héritée. Au fil des années, le nombre d'érudits a augmenté tout comme celui des mosquées. Tout cela traduisait une vie religieuse intense. Sur l'avenue Malick Sy, un lieu de prière assez spécifique. Il s'agit de la mosquée des Saraxolé, entendez Soninké, une ethnie très présente à la Médina. Ce lieu devenu une mosquée a été acheté et construit par les commerçants soninké à la Médina. C'est pourquoi on l'appelle mosquée des Saraxolé. Ici, le sermon est généralement fait en soninké. Nous sommes ouverts aux autres langues, mais malheureusement, les imams de la mosquée sont presque tous des soninké et ne comprennent pas le wolof. Les soninké considèrent cette mosquée comme étant un lieu de repère. Les caractéristiques démographiques démontrent une forte évolution de la population. De près d'1 millier d'âmes à sa création, la population est estimée à environ 91 488 habitants en 2013, répartis dans 17 756 ménages, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Une communauté fortement représentée par les Lébou, avec 46,2%. La Médina est un quartier Lébou. Cette maison qui est derrière moi, c'est là où habitent les Ndioben. Les Djaniennes sont en face de nous. Et en prolongeant la rue, nous avons les concessions des Ndoyen. Ce sont ces familles qui ont créé ce quartier Thierry, qui fait partie des premiers penchs de Dakar. Ils étaient tous pêcheurs ou cultivateurs. Maintenant, avec la dynamique migratoire, nous avons été accueillants en recevant d'autres ethnies et communautés. Par la suite, d'autres quartiers furent créés en plus des quartiers traditionnels, notamment abattoirs occupés par les Maures.
L'arrivée des morts à la Médina, si je me rappelle bien, c'était en 1966. Là où se trouve la maison de la presse, c'est là où on tuait les bœufs. Après, ils ont dit le quartier sera dénommé abattoir, la rue 1 jusqu'à la rue 15. Il y a beaucoup de morts au niveau de la Médina. C'est des bouchers. Il y a des notables aussi. De nombreux groupes ethniques sont venus progressivement cohabiter avec les Lébou. Ainsi, la Médina est synonyme d'ouverture. Le commerce a amené les Peuls de la Guinée à en faire un lieu de prédilection. On a pris en 60. Quand je suis venu à Dakar, je me suis installé ici à la Médina et c'est bien avant l'indépendance. Tous mes enfants sont nés ici. Le Peul et la Médina, c'est une longue histoire liée d'abord à la culture de l'arachide depuis les colons. De par sa position stratégique et son histoire, la Médina était pour plusieurs milliers de personnes un passage obligé. Sans cesse, de nouvelles communautés arrivent, accentuant le cosmopolitisme de la Médina. Jeanne Jo, quand on parle de la Médina, on pense aussi à ces vieilles écoles, ces anciennes écoles. Parmi elles, on peut citer l'école Momar Diakhaté, Mour Diop, Serigne Mansour et Alassane Ndiaye Alou. Toutes des écoles classées patrimoine culturel de l'UNESCO, mais la plupart d'entre elles sont aujourd'hui confrontées à des problèmes de vétusté. C'est un reportage de Maïmounassi. La sonnette d'alarme retentit à l'école élémentaire Mohamed. Les élèves s'empressent d'envahir la cour pour 30 minutes de récréation. À chacun son jeu favori et son petit point de retraite. Derrière ce décor se cachent des difficultés liées à l'insécurité. Les plafonds des salles de classe menacent de s'effondrer à cause de la vétusté. Un constat presque pareil dans toutes les écoles du groupe scolaire de la Médina. C'est une école qui a actuellement 75 ans d'âge. Bien que l'architecture soit solide, elle a besoin, n'est-ce pas, de réhabilitation pour la pérenniser, pour ne pas perdre l'architecture et pour donner raison aux autorités, n'est-ce pas, qui l'avaient classée, n'est-ce pas, dans le patrimoine. Ces menaces qui semblent impacter l'environnement de travail et les performances scolaires des élèves préoccupent l'équipe municipale de la Médina. Depuis 2009, des efforts sont consentis pour donner un nouveau visage aux écoles qui ont formé d'éminentes personnalités. Vous avez le défunt maire de la Médina, Biram Sassoumsi, mais avant lui, il y avait Alassane Ndiaye Alou, il y avait Souri, El Hadj Malick Sy, il y a, plus près de nous, l'actuel ministre de l'Agriculture, qui est un éminent scientifique reconnu à travers le monde. En 2009, nous avons trouvé que les bâtiments étaient des bâtiments anciens, donc vétustes. Cette vétusté a engendré une baisse de la performance scolaire. Donc la Médina faisait partie à l'époque des derniers départements sur le plan des résultats scolaires. C'est ainsi que nous, au niveau du conseil municipal, on a inscrit l'éducation au niveau de nos priorités. Ces travaux, d'un coût de 50 millions de francs CFA, concernent les 5 écoles élémentaires et le collège d'enseignement moyen Serigne Mansour Sy. Les bâtiments, semble-t-il, donc, étaient très vieux. Disons, et quelque part même, c'est un collège qui était classé dans le patrimoine culturel, donc, disons, de Dakar. Bon, il semble que c'est un collège qui a connu un trait, qui s'est métamorphosé donc radicalement. Suite aux interventions, disons, de la mairie de la Médina, qu'il faut saluer, et de la mairie donc de Dakar, disons, ces mairies qui ont eu à faire donc ce pavage-là, à donner un coup de toilette donc à la mairie et à construire donc des salles, bon, si bien que nous sommes un collège qui est particulièrement envié aujourd'hui donc dans la ville de Dakar. En plus de ces aménagements, la municipalité a construit un village du tout petit de 8 cases baptisé Kermam Dabar. La Médina, avec ses plus de 200 000 habitants, n'a cependant toujours pas de lycée. Le besoin se faisant exprimer de plus en plus, le principal du CM, Serigne Mansour Sy, interpelle les autorités éducatives. J'appelle Monsieur le ministre de l'Éducation vraiment à travailler dans cette direction-là.
Voilà, et nous sommes en complicité avec les populations, avec monsieur le maire certainement, ce qui serait vraiment au bénéfice même de toute la ville. Bon, il n'y a pas assez donc de place pour construire de nouveaux lycées et un lycée est là. L'autre particularité des écoles de la Médina, c'est leur architecture, d'où leur classement au patrimoine culturel de l'UNESCO depuis quelques années. Alors nous retrouvons à ce stade du journal notre invité pour commenter un peu ce reportage de Maïmounassi qui faisait un peu l'état des lieux des écoles de la Médina. Monsieur Ousmane Ndoye, est-ce que vous, en tant qu'habitant de la Médina, fils de la Médina, vous vous impliquez dans l'entretien de ces écoles-là qui sont classées pour la plupart patrimoine culturel de l'UNESCO? Il faut reconnaître que toutes ces écoles ont des comités de gestion et ont des associations de parents d'élèves qui, pour la plupart, avec le soutien de la mairie, prennent en charge l'entretien de ces écoles. Mais nous voulons, dans le cadre de ce centenaire, et après l'organisation des festivités, monter des cellules pour que tous les citoyens s'occupent de plus près à la gestion de la cité. Est-ce que la célébration de ce centenaire va vous inspirer certainement pour pouvoir créer mener d'autres activités pour accompagner le développement de ces écoles et pouvoir surtout les entretenir? Voilà, au-delà de l'entretien des écoles, nous comptons mettre en place des groupes de jeunes, d'élèves et d'enseignants et de professeurs pour accompagner les élèves dans le cursus scolaire, notamment au-delà de la classe de 3e, où certains ont besoin d'être appuyés, d'être conseillés, d'être dirigés pour mener à bien la suite de leur scolarité. Nous comptons également organiser des cours de vacances, organiser des centres de formation pour les jeunes qui n'ont pas été à l'école et qui doivent également trouver un emploi. Et tout ceci entre dans nos créneaux parce que nous avons une vision très élargie de la prise en charge des problèmes des jeunes dans la Médina. Et ça, c'est pour accompagner les jeunes, l'éducation des jeunes. Maintenant, pour ce qui est de la vétusté des lieux, des écoles. La vétusté des écoles est un grand problème. Vous savez que réaménager une école de la taille de l'école Médina, qui est également classée patrimoine de l'humanité, nécessite beaucoup de moyens que nous ne sommes pas en mesure de réaliser pour le moment. Mais nous verrons dans le cadre de cette opération quel acteur mobilisé, quel mécène et quel autre fils de la Médina pour qu'ensemble on puisse faire des actions en direction de cela. Mais c'est des questions qui demandent une sérieuse préparation, une très bonne étude, un bon suivi et une réalisation. Très bien, alors nous allons aborder un autre aspect de la Médina. Ce sont les quartiers qui se sont développés juste après la Médina. On peut citer les quartiers environnants comme Fan, Fass, Gueule Tapée, Colobane, qui se sont développés très vite, peut-être laissant en quelque sorte la Médina en rade. Est-ce que vous avez quelque chose à mener comme activité pour accompagner le développement de la Médina et pour ne pas être laissé en rade? Voilà, nous avons pris conscience de ce qu'en venant à la Médina, nos parents avaient que des permis d'occuper. Ceci, pour la transformation des permis d'occuper en titre foncier, c'était vraiment un très grand problème que certains n'ont pas pu réaliser. Alors, actuellement, nous nous félicitons de l'action du gouvernement qui a autorisé la transformation des permis d'occuper en titre foncier, ce qui a été vraiment salué par toutes les populations. Nous comptons les accompagner dans la mise en œuvre de cet acquis pour maîtriser toutes les opportunités et les accompagner dans la mise en œuvre de leur habitat. Parce qu'il faut savoir que pour construire une maison qui puisse accueillir un grand nombre et avec certaines normes, il faut beaucoup de moyens. Et nous allons mettre en place des groupes de techniciens et d'experts pour réaliser cet aspect du problème. Contribuer justement au développement de la Médina. Oui. Alors, Monsieur Ndoye, pour terminer cet entretien, nous allons parler de ce slogan assez célèbre qui dit qu'un enfant de la Médina, un fils de la Médina ne passe pas inaperçu. Est-ce une réalité ou une simple chanson? Je rends hommage à Youssou Ndour qui a rendu à la Médina beaucoup de services. Par son exemple, il constitue quelque chose que tous les jeunes de la Médina doivent imiter. Comment cela? Monsieur Youssou Ndour est quelqu'un qui est parti de rien. Personne n'a été à ses côtés pour le former. Et aujourd'hui, il a été ministre de la République, il est patron de presse, il est à la tête d'une grande entreprise. Vraiment, il n'y a pas de meilleure illustration de ce qu'il a dit des jeunes de la Médina. Mais qu'est-ce qui fait cela? C'est qu'au départ, la Médina est une famille.
les jeunes se côtoyaient, vivaient dans une très bonne chose et menaient ensemble beaucoup d'activités. De sorte que pendant les vacances, il y avait des scènes, il y avait des activités culturelles, il y avait des activités d'éveil, il y avait des jeux ensemble. Tout ceci fait que le jeune de la Médina a une éducation très particulière du fait de son ouverture, tout en étant dans le cadre de ce créneau. Vous faites allusion à Youssou Ndour parce que c'est lui qui a rendu ce slogan célèbre dans une de ses chansons. Vous pouvez nous la rappeler aussi? Oui, il a dit que Bounay Médine, ils sont beaux, ils sont bien, et quand on les voit, on les reconnaît. Pourquoi? Parce qu'ils ont un capital d'expérience, ils ont une très bonne éducation et ils ont de bonnes visions. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de jeunes de la Médina qui excellent dans d'autres domaines. Seulement lui, il est en pointe. Et c'est... Il faut reconnaître. En tout cas, merci beaucoup, M. Ndoye, pour d'avoir répondu à notre invitation et surtout bonne continuation pour les festivités qui marquent ce centenaire de votre commune qui est la Médina. Joyeux anniversaire. Merci, vous avez madame. Un dernier mot à placer? Oui, je voudrais lancer un appel à tous les jeunes, tous les fils de la Médina, pour leur demander de venir avec leurs projets, venir s'inscrire dans le cadre du centenaire de la Médina et agir dans l'intérêt de tous. Nous sommes un comité qui est ouvert, nous sommes un comité qui a une démarche interactive et une démarche participative. Nous ne laissons personne en rade, nous avons beaucoup d'activités à mener. Nous avons une grande activité, notamment un grand tanneber avec Dounia Rose qui nous a promis. Nous avions un carnaval avec Oumoussi qui a malheureusement connu quelques ratés. Nous avons d'autres activités, des tournois de football. Nous avons un panel sur la Médina qui va regrouper les grandes personnalités qui vont parler sur la Médina, le passé, le présent et son devenir. Donc autant d'activités qui nous mobilisent. Et nous demandons à tous de venir nous appuyer et aux autorités de nous soutenir. C'est tout au long du mois donc pour les festivités? C'est toute l'année qu'on a choisi toute l'année pour permettre à toutes les activités de s'y insérer. Actuellement, nous sommes dans la Biennale des Arts, mais aller partout dans la Médina, on sent les artistes qui sont là, qui exposent leurs œuvres et il y a d'autres activités qui sont également prévues. Nous avons prévu un grand set-setal à la Médina pour rendre le cadre de vie beaucoup plus agréable. En somme, nous voulons que la Médina, à partir de 2014, qui est une année charnière, parce qu'une année d'élection locale, une année de mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation, que la population prenne conscience de son devenir et intervienne dans le bon sens aux côtés des populations. Merci beaucoup, M. Ndoye, pour toutes ces précisions. Alors, votre quartier est aussi célèbre pour les appellations de certains angles de ces rues. On peut citer angle Goumba, que vous connaissez certainement, angle Ndjoba, angle Mayonnaise, des noms souvent chargés d'histoire. Daba Kébé nous en dit un peu plus dans ce reportage. Médina, l'un des plus anciens et plus populaires quartiers de Dakar, est situé dans le sud de la capitale. Avec ses nombreuses rues, Médina abrite aussi 3 angles aux noms très évocateurs. Voici l'angle Ndjoba. L'endroit doit son nom à Feu Mamadou Diop, plus connu sous le nom de Ndjoba. Rappelé à Dieu en 1945, Mamadou Diop était un grand disciple de Serigne Babacar Sy. Le calife venait lui rendre visite dans son domicile, situé à l'angle qui a fini par porter son nom. C'est le papa à ma maman, Adjaro Diop Ndjoba. De son vivant, paraît-il que c'était un inséparable avec le feu calife Ababacar Sy. Je crois qu'il a plus vécu à Tivaouane qu'à Dakar. De son vivant, le feu calife Ababacar Sy, à chaque fois qu'il était à Dakar, il passait son séjour chez le grand-père. Je suis l'aîné des petits-fils. J'ai connu mon grand-père Ndjoba qui était très proche de Serigne Babacar Sy. On ne voyait jamais l'un sans l'autre. Les habitants de la Médina appréciaient beaucoup mon grand-père et voyaient en lui le calife. Ils ont ainsi fini par lui donner le nom de l'angle où se trouve cette maison dans laquelle il a vécu. À quelques mètres plus loin, la rue 39 en nous sommes à l'angle appelé Goumba. Ce lieu-ci était un endroit de prédilection des mendiants non-voyants dans les années 60. L'appellation Wolof de ces handicapés a été associée à l'angle.
Angle Goumba, comme son nom l'indique, c'est le coin des aveugles, en fait, c'est ça. Parce qu'il y avait beaucoup d'aveugles qui avaient vraiment la prospérité et puis qui avaient la chance d'avoir énormément qui parvenaient à régler tous leurs problèmes en tendant la main dans le coin de Angle Goumba. C'est pourquoi ce nombre s'agrandissait à chaque point, chaque fois que l'information passait, comme quoi le coin est fertile. Si l'angle Ndioba et l'angle Goumba sont bien connus des Dakarois, tel n'est pas le cas pour l'angle mayonnaise. Et certaines personnes trouvées sur cet endroit ne connaissent pas cette dénomination. Non, je ne connais pas l'angle mayonnaise. Non, je ne connais pas l'angle mayonnaise. Situé à la rue 22, angle 29, l'angle au nom assez cocasse doit cela à une vendeuse de mayonnaise qui officiait ici. 1970. Je suis venu ici en 1966 et l'angle portait déjà le nom de mayonnaise. La dame vendait ici de la mayonnaise. Elle était très célèbre pour son commerce. Mais mon atelier de cordonnerie et la station d'à côté portent le nom de mayonnaise. 3 angles, 3 histoires différentes, d'un bout à l'autre du vieux quartier. Chaque coin de la Médina a ses propres secrets, sa propre histoire. Dabakébé, nous allons à présent parler d'autres facettes de la Médina pour nous intéresser au cinéma. Le cinéma de la Médina, ce qui connaît. La Médina donc a donné au cinéma sénégalais quelques-uns de ses grands réalisateurs. Du côté de l'exploitation des films, la Médina a disposé aussi de plusieurs salles de cinéma. Mais à l'image du reste des pays, beaucoup d'entre elles ont baissé rideau. Les 2 salles qui fonctionnaient actuellement survivent difficilement au cœur de la Médina. C'est un reportage de Oumindour. En matière de salles de cinéma, la Médina était certainement un des quartiers de Dakar les mieux lotis. Elle comptait 4 salles et ses habitants pouvaient aussi profiter de la dizaine de cinémas des quartiers environnants. Notre seule préoccupation de gamin était de trouver l'argent pour payer le billet de cinéma. Quand on n'en avait pas, on montait sur la terrasse en face ou sur le parapet du canal pour suivre le film par-dessus le mur du cinéma El Hadj. Ce foisonnement de salles de cinéma à la Médina a d'ailleurs suscité quelques vocations. Le cinéaste Ben Djogay Bey, natif du quartier, en est la preuve. On aimait aussi nous raconter les films qu'on allait voir. Si bien que ça travaillait notre imaginaire, ça faisait de nous des espèces d'acteurs déjà, et aussi des diseurs d'histoire. Mais plus qu'un simple quartier natal, la Médina est surtout pour le cinéaste Ben Djogay Bey une source d'inspiration intarissable. Tous mes films, sauf celui que j'ai tourné à Paris, donc le premier, Les Princes Noirs de Saint-Germain-des-Prés, mais à part ça, tous mes films ont été tournés essentiellement à la Médina. C'est très inspirateur parce que en plus, on voit des choses qui ne sont pas très faciles à voir dans des quartiers où chacun est pour soi, chacun est dans sa maison, porte close. Mais hélas, l'âge d'or des salles de cinéma à la Médina est loin derrière, témoigne avec amertume Mor Ndiaye, grand cinéphile devant l'éternel. Le Roxy a fermé ses portes, tout comme le ABC, le Vox, le Rex, l'Alhambra, El Malik, El Mansour, le Magique, le Corona, Empire et le Pax ou El Hadj. Et pourtant, les habitants de la Médina peuvent s'estimer heureux. En effet, sur les 80 salles de cinéma que comptait le Sénégal dans les années 80, il n'en reste plus que 5 en activité et 2 d'entre elles sont à la Médina. Djibril Ndiaye gère le Ciné Médina à la rue 13, une salle construite dans les années 50 et qui se bat pour continuer à projeter des films. Il y a eu une bonne baisse de la fréquentation des salles. Maintenant, on programme à 15 h des films hindous qui étaient courus par les femmes à l'époque. Bon, maintenant, il y a presque plus de femmes qui viennent regarder les films hindous. La seconde salle qui marche encore à la Médina est le Bada Ciné, même si depuis plusieurs mois, elle est à l'arrêt pour cause de travaux, ce qui ne fait pas que des heureux. Il faut que cette salle rouvre ses portes. Le cinéma, c'est notre seule distraction. La Médina ne peut exister sans cinéma. Mettez-nous des films indiens ou d'action.
Cette petite salle d'une 40aine de places est tout ce qui reste de l'ex-cinéma El Hadj qui s'appelait avant Pax. Une salle qui appartenait à feu le cinéaste Yves Badara Diagne. Le reste des locaux a été cédé à un promoteur il y a quelques années. Il en a fait une boîte de nuit. Aujourd'hui, c'est le fils de Yves Badara Diagne, Alioune, qui est aux commandes, non sans difficulté, mais toujours avec passion. Moi, plus que les autres, un peu cette décadence me gêne. C'est pour ça qu'on est resté dans la dynamique de on est resté parce qu'on est des cinéphiles, on est resté parce qu'on a été bercé à cela, on est resté parce qu'aussi on y croit. Le Badaciné, le Ciné Médina et 2 autres salles de Dakar ont reçu il y a quelques mois une aide du ministère de la Culture pour leur réfection. Il en faudra toutefois plus pour redonner une nouvelle vie à ces salles de cinéma qui tentent tant bien que mal de survivre. Au Mindour, 2 des plus grandes troupes du théâtre populaire sénégalais sont de la Médina. Il s'agit de Daray Kocc et de Jamonoy Tey. Leur travail a influencé beaucoup de jeunes Sénégalais qui ont suivi les pas de ces pionniers des planches. Voici à ce propos Sénégal Ndiaye, un des premiers membres de la troupe Daray Kocc au micro de Oumindour. Daray Kocc, Cheikh Tidiane Diop et les gens de sa génération avaient commencé par la musique, par des associations qui s'appelaient les Canadiens. Ils avaient initié une fois un orchestre, mais ça n'a pas marché. Et un jour, lors d'un jumelage, l'idée leur est venue de présenter une pièce de théâtre à leur hôte. Et ils ont eu à présenter une pièce de théâtre. C'est comme ça que des gens de théâtre ont vu leurs prestations et leur ont conseillé d'aller compétir au nom de la région du Cap-Vert à l'époque pour représenter la région du Cap-Vert à la Semaine nationale de la jeunesse. Alors ils sont partis et ils se sont qualifiés, ils ont représenté la région du Cap-Vert à la Semaine nationale de la jeunesse et de la culture à l'époque. Après plusieurs années, nous n'avions plus rien à affirmer. On avait préféré ne plus compétir aux semaines régionales, mais tout en étant membre du théâtre populaire. Des jeunes ont créé une autre troupe qui s'appelait le Signe Dramatique. Et l'actuel Youssou Ndour même faisait partie de cette troupe qui s'appelait le Signe Dramatique avec les Bass Diakhaté, Ramatiam et autres. C'est bien Daray Kocc qui avait précédé. On a fait un bout de chemin ensemble. On a fait le tour du Sénégal. Nous avons été en Côte d'Ivoire, en Gambie, un peu partout. Mais à un moment donné, tu sais, dans le groupe, des fois, il y a des divergences de points de vue et de position. Bon, le groupe s'est disloqué. Alors nous avons préféré retourner à Daray Kocc et laisser Jamonoy Tey continuer. Beaucoup de jeunes du quartier avaient de l'admiration pour nous et ça les a poussés à faire du théâtre. Et jusqu'au moment où je vous parle, je vous dis que tu passes dans notre quartier à la Médina, chaque jeune s'identifie en tout cas à un acteur culturel, à son oncle, à son père ou bien à un voisin. Pour ce qui est du sport à la Médina, on pense tout de suite à l'ASC Deggo. Son succès, l'équipe le doit surtout, mais aussi aux anciens, c'est-à-dire les fondateurs de cette association sportive et culturelle de la Médina. Ibrahima Pabidjedjou est allé à la rencontre de quelques-uns de ces doyens de l'ASC Deggo. En 2022, ils prennent régulièrement du thé. Les anciens joueurs et membres fondateurs de l'ASC Deggo sont encore nostalgiques de leur époque. Nous avons remporté une trophée zonal. Et puis nous avons joué une finale départementale que nous avons perdue. Bon, et puis après une finale nationale que nous avons perdue devant Wagunyai. Bon, c'est notre première coupe qu'on avait gagnée contre les Chimères. Ouais. C'est notre premier trophée qui m'avait beaucoup touché. Bon, à l'époque, on avait des joueurs comme Mbaye Fall, Eusebio, Mbaye Mbeng, et Pape Demba, Thias et Ndofen Fall, même il a joué ici. Les moments forts qui nous ont marqué, c'est d'abord les finales jouées. À l'époque, on jouait 3 années en cadet. Durant notre période, durant nos 3 années, c'est nous qui avons pris toutes les coupes. Après la période cadet, alors, on m'a surclassé pour me faire rentrer jouer dans l'équipe première. C'est à partir de ce moment-là qu'on m'avait donné le brassard de capitaine étant junior première année. On était pressé de jouer parce qu'il y avait l'harmonie, il y avait vraiment l'ambiance.
Pour autant, le fonctionnement actuel des mouvements navétanes ne les enchante guère, et pour cause, le manque de fair play des jeunes acteurs. Avant, on jouait sans policiers. Même on jouait sur les terrains vagues. Des fois, on avait joué ici à l'école Médina ou bien ici au champ de course. Je conseille d'être un peu fair play. Parce que ça, c'est de l'espoir. C'est ça qui crée des amis, des copains et des frères. À cet endroit où la jeune génération vient souvent prendre conseil ou encore leur présenter simplement les trophées remportés, on se dit conscient de ces paroles de doyen. Conseil de nos papas et anciens joueurs de l'ASC Dego. Nous sommes conscients de tout cela. Et d'ailleurs, l'ASC Dego a toujours été contre la violence. Nous y travaillons toujours. Et j'invite toutes les équipes à en faire autant. Pour les anciens de l'ASC Dego de la Médina, le fair play doit être une affaire de tous, surtout des jeunes, ce qui pourrait donner une nouvelle image au mouvement navétane, souvent décrié pour ses actes de violence. Brema Papidiédiou, une note sur l'international pour boucler cette édition décentralisée. De nouvelles scènes d'horreur et de panique à Nairobi. 2 bombes ont explosé dans un marché de la capitale kenyane à 15h heure locale. Un premier bilan établi par les autorités fait état de 10 morts et de plus de 70 blessés. Le Kenya est frappé par de nouvelles attentats, par de multiples attentats plutôt, depuis l'entrée de ses soldats en Somalie en 2011. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi se referme cette édition décentralisée. Merci à tous les habitants de la Médina pour l'hospitalité. Merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui n'ont ménagé aucun effort pour vous faire vivre ces temps forts qui marquent le centenaire de la commune de la Médina. Vous aurez aussi d'autres temps forts de ces festivités dans nos prochaines éditions à 19h en Wolof avec Maman Moussagnan, à une incursion dans le 20h avec Thierno Ahmadoussi. Bon après-midi à toutes et à tous.